Et je le disais, Magali, tout à l'heure, Vladimir Poutine n'a pas tous ses œufs dans le même panier, et pour cause, une méga enquête journalistique nous apprend beaucoup de choses aujourd'hui, et notamment que son arme redoutable, la propagande, est une arme pour laquelle il consacre énormément d'argent. C'est dire qu'il mise beaucoup dessus. C'est vrai qu'au début, on se dit la guerre de l'information, on la connaît, on la voit tous les jours, on la décrypte tous les jours, mais grâce à cette fuite de documents, on en comprend aujourd'hui l'ampleur. Et là, on est face à une machine super puissante. Un consortium effectivement international de médias a obtenu une série de documents confidentiels provenant de l'administration présidentielle russe. Grâce à eux, on découvre la façon dont le Kremlin contrôle de plus en plus la population et comment il la conditionne. Et tout cela, effectivement, a un coût. Le budget annuel consacré à la propagande en Russie et à l'intérieur des territoires occupés, on ne va pas l'oublier, tout ça, eh bien, ça revient à combien ? 1,1 milliard d'euros tous les ans. 1,1 milliard d'euros par an. Juste pour s'occuper de la propagande en Russie. Incroyable. Regardez, ces documents confirment exactement la façon dont le Kremlin tente de remodeler l'ensemble de l'idéologie de l'État russe. Il montre aussi comment cela est mis en œuvre dans le détail, dit un spécialiste de la Russie. C'est apparemment un régime qui se considère en grande difficulté. Et oui, si vous êtes sûr de vous, évidemment, si vous avez conscience dans votre système, vous n'avez pas besoin de mettre autant de moyens pour conditionner la population. Alors concrètement, comment s'organise cette propagande ? Eh bien, c'est le secteur du divertissement, et ce n'est pas une surprise, qui a la plus grosse enveloppe. La propagande passe par les médias. On la connaît, on la regarde tous les jours. Les présentateurs sur les télés d'État relaient à longueur de journée les messages du Kremlin. Mais là, on apprend que les vedettes sont grassement payées pour le faire. Vladimir Soloviev, par exemple, a reçu l'année dernière 1,5 milliard de roubles de la part de l'État russe, soit 15 millions d'euros, somme qu'il va de nouveau toucher cette année. C'est encore en négociation. Et avec qui il négocie directement ? Avec le Kremlin. Avec Vladimir Poutine en personne. Mais pour modeler une population, les émissions télé, ça ne suffit pas. Le Kremlin a donc créé un réseau de 15 ONG. Toutes, dans leur domaine, sont chargées de diffuser des œuvres qui mettent en avant, je cite, les valeurs traditionnelles du pays. Si on prend le cinéma, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne qu'il y a 2 films en ce moment qui sortent par mois sur le thème du patriotisme. Exemple, il y en a plein en ce moment. J'ai pris un film parmi d'autres. Il y a une histoire d'amour qui se passe à Mariupol entre un Russe pro-Poutine et une Ukrainienne opposée à l'opération spéciale. Eh bien, grâce à lui, figurez-vous qu'elle va être sauvée. Elle était sans patrie, sans repère. Sa vie va enfin prendre sens grâce aux Russes. C'est beau. C'est de la fiction ou c'est du documentaire ? C'est de la fiction. Ouais. C'est du cinéma, c'est de la fiction. Inutile de vous préciser que dans chacun de ces films, et c'est dans le cahier des charges d'ailleurs, c'est inscrit, Volodymyr Zelensky est présenté comme une marionnette aux mains des Américains. Les Russes, à chaque fois, doivent apparaître comme des héros. À chaque fois, doivent stimuler un sentiment de fierté chez les spectateurs. C'est vieux comme le monde, manipuler une opinion publique à travers des œuvres de fiction. Hollywood, par exemple, sait très bien le faire. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Des équipes sur chaque tournage sont chargées par le Kremlin de superviser toutes les étapes de la production, de la préparation du scénario à la publication du contenu final. Ça rappelle... Alors, il y en a certains autour de cette table qui le sauront mieux que moi. Ça rappelle les commissaires politiques de l'époque soviétique. Il y a aussi les séries. On n'oublie pas, parce que les gens vont au cinéma mais regardent pas mal de choses sur les plateformes. Il y en a une, là on voit des images, qui est diffusée depuis le début du mois en Russie. Elle s'appelle RDA. Elle raconte en fait l'histoire d'un agent du KGB qui commence sa carrière en Allemagne de l'Est. Il est chargé de se battre contre l'influence de l'Occident. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Vladimir Poutine. Bravo, c'est inspiré de la carrière de Vladimir Poutine en personne. On n'oublie pas dans le divertissement les jeux vidéo, on en avait parlé avec vous, avec ce jeu de vidéo-là, Le meilleur de l'enfer, ça s'appelle, et qui reprend le narratif de Wagner. Il y a Internet, évidemment, avec les moyens colossaux qui sont mis pour tout surveiller et mettre en ligne des contenus à destination spécifiquement des jeunes. Bref, vous allez au ciné, vous regardez la télé, vous jouez aux jeux vidéo, vous êtes soumis à la propagande du Kremlin. Tout, absolument tout est contrôlé. Ces documents le révèlent. La propagande du régime est à la croisée de la technologie politique, des relations publiques et du marketing. Elle doit accompagner chaque citoyen russe littéralement tout au long de sa vie et dans toutes ses activités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la propagande doit l'accompagner de la maternelle au musée, aux bibliothèques, pendant les activités sportives ou culturelles, sans oublier son accès à l'information ou à sa sensibilité politique. Et après, on se demande pourquoi le peuple russe ne se rebelle pas plus. Il est quand même conditionné depuis des années. Bref, on est clairement face à une radicalisation du régime. Voilà ce que dit le directeur adjoint d'un think tank suédois. Tout cela s'inscrit dans une tendance plus large selon laquelle la Russie est en train de devenir une société totalitaire.
ce n'est plus une fausse démocratie autoritaire. Incroyable, c'est incroyable. Merci beaucoup Magali. Il y a beaucoup de choses dans ces Kremlin Leaks. Oui. Que vous allez continuer à regarder parce qu'évidemment c'est assez costaud comme dossier, mais il y a beaucoup de choses, on en reparlera au long de la semaine. Moi j'ai vu, puisque vous parliez de marketing, que c'était le neveu de Freud qui avait inventé le marketing et que toutes ces manipulations de masse étaient parties de là. Vincent Crouzet, alors on savait la propagande en Russie, c'est pas le seul pays, à ce point-là, ça vous étonne ou pas? Non, ça m'étonne pas. Puis c'est le grand déséquilibre entre une démocratie et un régime totalitaire. En fait, nous on est très vulnérable par rapport à tout ça parce qu'on n'a pas les mêmes règles. Il y a 15 jours, j'étais dans un taxi en Afrique, j'entendais une chaîne publique, enfin une radio publique française, et j'entendais des éléments de propagande anti-français et pro-russe. Ah oui, c'est ça. Et sans contextualisation, et j'étais très choqué, et je me disais, wow, d'un côté, il y a la grosse artillerie russe. Moi-même ici, j'ai tenu des propos un jour sur le Sahel, qui ont été instrumentalisés de manière invraisemblable au Niger, avec un dessin animé Wagner, etc. Je veux dire, il y a des moyens qui sont mis en place, qui sont considérables, et nous, en face, il n'y a pas de contre-offensive. Je ne veux pas transformer les chaînes publiques et les radios publiques en vecteurs de propagande. C'est pas le cas, mais néanmoins, il faut faire attention. Il faut qu'on puisse maîtriser aussi certains outils de communication, et puis il faut qu'on mette aussi en place une contre-offensive, à la fois dans le cyber, dans la communication. J'aimerais bien que de temps en temps, le métro à Moscou s'arrête. J'aimerais bien de temps en temps que dans le quartier des affaires à Moscou, il n'y ait plus de connexion Internet. Ça, c'est un vrai sujet, parce que les Occidentaux ne sont pas du tout sur ce créneau-là vis-à-vis de la Russie. C'est pas du tout, ça serait... Voilà, ils n'ont pas franchi cette ligne-là, a priori. On s'en est donné potentiellement les moyens. Moi, j'étais en 2014, c'était le grand transformation de l'OTAN. On a créé des centres d'excellence, un sur la communication stratégique, autrement dit l'anti-propagande, un sur la sécurité énergétique, un sur la cybersécurité qui est bien connue à Tallinn, et on a fait rentrer la guerre hybride et en particulier les attaques cyber dans le cadre de l'article 5 de l'OTAN. Ça veut dire que si un des pays de l'OTAN subit une attaque cyber considérée comme majeure contre des intérêts plus ou moins vitaux, et Dieu sait s'il y en a, et Dieu sait si le cyber touche toutes les activités, ça peut être considéré comme une attaque militaire, armée, et faire l'objet de l'article 5. Donc d'un retour et d'une contre-attaque d'une nature ou d'une autre, pas forcément dans le cyber. Ce qui est intéressant dans ces leaks-là, c'est qu'on se rend compte que sur le développement de l'éducation, ils appellent ça l'éducation spirituelle et morale, énorme budget consacré à l'éducation spirituelle et morale. J'ai retrouvé une citation, parce que je regardais justement sur la manipulation de masse, comment ça pouvait fonctionner. Magali, il y a un intellectuel américain qui s'appelle Noam Chomsky, qui dit en fait c'est facile pour manipuler les gens. L'une des armes la plus puissante, le premier vecteur en fait pour la manipulation des masses, c'est le divertissement. Oui, et en fait, c'est ça que nous raconte Magali. C'est la production cinématographique, les séries, les jeux vidéo. Ça, c'est très intéressant aussi de voir. Mais en même temps, quand on regarde les chiffres justement de ces films, les chiffres des entrées, on se rend compte que ça fait plutôt des flops en Russie. Notamment en septembre, à l'automne dernier, il y avait un énième film, justement, faisant la promotion d'un soldat russe sur le front et qui n'avait pas du tout fonctionné. Alors qu'à l'inverse, le film américain Barbie s'échangeait et se regardait justement chez soi bien tranquillement en arrivant à pirater. Donc bon, voilà, c'est quand même à double tranchant. C'est-à-dire que ça ne marche pas tout le temps, cette propagande. Non. Mais justement, ils en sont conscients parce qu'on apprend dans les Kremlin Leaks, comme ils sont appelés maintenant, c'est comme sont appelées ces fuites journalistiques, qu'il y a une cellule qui a été spécialement mise en place pour faire en sorte que ça marche. Il faut que les gens aillent voir ces films spécifiquement, alors qu'il y a une vraie concurrence des films occidentaux. Il faut savoir que là où les films français s'exportent le mieux, en tout cas ce sont les chiffres de 2023, c'est où? C'est en Russie. Gérard Depardieu. Oui, il y a Gérard Depardieu, mais même dans les sorties. Alors, figurez-vous qu'il y a Miraculous qui a cartonné en Russie, et il y a Jeanne du Barry, Maïwenn, qui a énormément marché. Donc il faut concurrencer et il faut que ces films russes marchent. Donc on apprend effectivement qu'il y a une cellule spécifiquement mise en place. Parce qu'ils ont essuyé des échecs assez... Mais il faudrait quand même mettre en place. Il n'y a pas une intelligentsia en Russie qui pourrait se rebeller contre ça. Je veux dire, des intellectuels justement du monde de la culture, etc. Parce que j'ai dit une bêtise tout à l'heure en disant le divertissement, c'est la distraction, l'arme qui est très puissante. Mais on pourrait imaginer que moi je pensais à Macha Merrill, on voulait l'inviter tout à l'heure, elle n'était pas disponible malheureusement, mais
voilà, une Bon, il y a une partie de la jeunesse russe qui a accès à Internet et donc qui peut aller trouver des séries, des films occidentaux. Je veux dire que sur ce sujet, on n'est pas en reste. Hein. Nous, la grande série d'espionnage française du Bureau des légendes a été conçue par Éric Rochant en bonne intelligence avec la DGSE, permettant d'ailleurs un élargissement du recrutement en fait, de notre service de renseignement extérieur. Pendant toute la guerre froide, la plupart des grands films d'espionnage américains ont été quasiment cofinancés par la CIA. Non, mais la problématique là, bien sûr, je pense que tous les pays le font. La problématique là, c'est la finalité. Là, manifestement, quand on voit ça, c'est la soumission. En fait, il y a une finalité, alors que nous, on va estimer être antidémocratique, etc. Après, tout est une question de valeur, c'est vrai, finalement. Oui, et puis la constitution d'une bulle informationnelle finalement figée et fermée, dans laquelle en fait on enferme les citoyens.